Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre, le courage du pardon, une mère. À ce meeting, édition 2025, intitulé Dans les espaces déserts, nous construirons avec des briques nouvelles. Ce soir, nous apportons une petite brique grâce à une grande histoire. On parle encore de mères. Nous avons commencé en écoutant deux mères de la Terre Sainte, l'une palestinienne et l'autre israélienne. Cette soir, nous avons une mère américaine qui nous apporte un immense enseignement, qui nous offre un immense enseignement. Alors, je souhaite la bienvenue à Diane Foley, la présidente de la James Foley Association. Elle est la mère du jeune homme dont vous voyez la photographie, James Foley, un reporter américain enlevé dans le nord de la Syrie en 2012 et tué brutalement par Daesh au bout de 2 longues années d'incertitude sur son destin. Elle a tenu un journal de l'itinéraire de un grand ami du meeting a écrit un journal de l'itinéraire de cette femme. Il est venu déjà l'année dernière ici au meeting pour nous présenter l'histoire d'un père israélien et d'un père palestinien. C'est un grand écrivain américain, Colum McCann. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, dans cette même salle, à la fin de cette très belle rencontre avec Rami et Bassan, ces deux pères israéliens et palestiniens. Et on disait que ce jour-là, la maison d'édition avait publié ce livre. Nous l'avons annoncé ce jour-là. Ce livre qui s'appelle en français American Mother. Moi, je m'appelle Alessandro Banfi. Je suis un simple journaliste.
qui essaye d'exercer sa curiosité et de réunir les choses qui nous intéressent le plus et nous animent le plus dans l'actualité. Et je disais que ce livre, American Mother, raconte un itinéraire. Donc ce que nous avons pensé comme première étape, c'est de vous raconter en petites pilules, sans rien réduire, mais en ouvrant une porte sur cette extraordinaire histoire. Nous avons besoin d'histoires parce que les histoires sauvent le monde. Les visages des personnes sauvent le monde. Jamais comme aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a rien d'autre qui sauve le monde. Alors, avant d'écouter le premier extrait de ce livre que nous avons choisi, et avant de poser les premières questions, je voudrais que vous vous unissiez avec moi dans le souvenir, pas formel, et pas non plus rancunier, mais indigné, de ce qui est arrivé hier dans la bande de Gaza, où 5 reporters locaux qui veulent montrer ce qui arrive et qui travaillent pour les grandes chaînes internationales de télévision et de presse ont été tués dans un bombardement israélien. Parmi eux, il y avait aussi une mère qui a laissé un petit testament parce que ces jeunes savaient que chaque jour, ils risquaient leur vie. Alors, je voudrais qu'on applaudisse sincèrement ces personnes. Alors, j'invite Giampiero Bartolini à venir sur l'estrade. C'est un acteur et il va nous aider à entrer dans les pages de ce livre. Je vous donne le contexte de ce que vous allez écouter. C'est le récit très immédiat parce qu'il nous fait entrer immédiatement dans cette scène du dialogue extraordinaire de Diane avec l'assassin de son fils, Alexander Kotay. C'est un nom étrange. Le nom de ce jeune d'origine anglaise, radicalisé, islamiste et impliqué dans Daesh. Et ces quatre terroristes anglais étaient appelés les Beatles à cause de leur accent anglais. Alors écoutez cette première page du livre que nous avons choisi de lire et nous en parlerons ensuite avec Diane. Elle ne pleurera pas. La dernière fois qu'elle a pleuré, c'est le jour de la mort de Jim, 7 ans plus tôt. Au contraire, elle sourit. Un sourire dur et néanmoins chaleureux. C'est une femme déterminée. Son grand talent est de savoir garder sa peine au-dedans d'elle. Vous pouvez m'appeler Diane. Il hoche la tête et fait glisser ses doigts sur le dos de sa main, comme si ses mains étaient ouvertes et fermées à la fois. Elle se fait la réflexion qu'il est un portail sombre. Quelque part, là-bas, devant elle, son fils attend. Il a déjà plaidé coupable de 8 chefs d'accusation, dont l'assassinat en bande organisée de James Foley, Stephen Stockloff, Peter Kassig et Kayla Mueller. Chaque chef d'accusation entraînera obligatoirement une condamnation à la prison en vie. Cette rencontre participe d'une négociation de peine exceptionnelle. Il est dans une prison de Virginie et il a accepté de parler aux familles des victimes, si elles le souhaitent, avant le verdict. Elle a été la première à dire qu'elle le rencontrerait.
Peut-être, au bout du compte, sera-t-elle la seule. Pourtant, même dans sa famille et parmi ses amis, il y a du doute, de la colère, de la frustration, de la peine. Pourquoi offrir à Kotei une tribune? Pourquoi lui accorder la moindre dignité? N'a-t-il pas déjà avoué? Pourquoi ne pas le laisser croupir dans une cellule? Pourquoi s'ouvrir à un terroriste? Pourquoi lui consacrer du temps? Ne serait-ce qu'un soupçon de respect. Nous ne le connaissons pas déjà? La cagoule noire, les yeux, les sables du désert, la combinaison orange, la silhouette agenouillée, le fil de la lame en travers du cou, la tête enfin grotesquement posée sur le dos de son fils. Pourquoi raviver les souffrances du passé? D'autres ont dit qu'elle était courageuse de le rencontrer, qu'elle faisait quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas du courage. Elle ne le voit pas comme ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus un acte de bonté ou de pardon. Non. Peut-être est-ce simplement le refus d'avoir peur. Peut-être est-ce une façon de dire « Vous n'avez pas vraiment tué mon fils ». Peut-être est-ce aussi fondamental que « Je suis sa mère et vous ne l'avez pas tué ». Et je suis là pour vous le dire. Io sono sua madre. Je suis sa mère. Et la mort que tu lui as infligée ne le définit pas. Je suis venue ici pour te le dire. Tu ne l'as pas tué. Diane, vous dites quelque chose de paradoxal. Vous dites à l'assassin de votre fils, tu ne l'as pas tué. Oui. Oui, je sentais que mon rôle consistait à maintenir sa voix vivante, parce que sa voix agissait pour le bien. Et il avait un courage immense. C'est un homme de courage. Et donc pour moi, c'est très important d'en parler et de partager tout le bon qu'il faisait. Pourquoi insister? Pourquoi aller rencontrer l'assassin de votre fils jusqu'en prison? Parce que Jim aurait voulu que son histoire soit connue. Et Jim était un journaliste curieux. Il aurait voulu savoir pourquoi toute cette souffrance était infligée au peuple syrien. Et moi, en tant que mère, moi aussi, je voulais qu'il sente et qu'il sache qui était Jim. Je voulais qu'il voie Jim pour la personne magnifique qu'il était. Quand on tue quelqu'un parce que c'est un ennemi, on le garde dans son abstraction. On le garde dans sa figure théorique. On tue un Américain, on tue un soldat, on tue un ennemi, on tue un policier, un uniforme. Quelqu'un qui a été condamné parce qu'il est de l'autre côté. Mais l'assassin a toujours du mal à voir l'homme vrai qu'il y a derrière cette image, derrière ce schéma qu'il a voulu se mettre, derrière ce masque. Donc c'est peut-être la première chose qui vous a poussé à essayer de parler avec Alexander Kotei. Oui. Je voulais qu'Alexander sache qui était Jim en tant que personne, qu'il reconnaisse
que ce n'était pas un combattant. Il était là en Syrie pour raconter des histoires de douleur qui se passaient en Syrie. Jim, c'était un pacificateur. Il n'avait jamais porté une arme de sa vie. Et une chose qui est intéressante, c'est que Alexander avait vu le film qu'avait réalisé un ami de Jim sur lui. Donc, d'une certaine manière, il était curieux de connaître Jim. Colum McCain, tu as écrit que ce que Diane a fait dans la prison avec Alexander Coetzee, c'était un acte de grâce. Est-ce que tu veux nous expliquer dans quel sens tu as appelé ça un acte de grâce? Well, I wish every person in this audience. J'espère que toutes les personnes dans le public peuvent être avec Diane pour qu'ils puissent être dans cette pièce, dans la salle de justice, dans le palais de justice, en traversant tous les couloirs, dans cette pièce sans fenêtre. Beaucoup de personnes étaient à l'intérieur. Il y avait des avocats, des policiers, des procurateurs, des personnes pour la défense. Et soudainement, tout le monde s'est réduit à une mère qui traversait cette pièce pour rencontrer l'assassin de son fils. Et elle était là, face à eux, et elle leur a dit « Bonjour, je m'appelle Diane ». Et en ce moment, j'étais en train de comprendre que j'étais en train de faire une expérience de grâce qui a duré pendant 3 jours. Même pour moi, c'était un moment de grâce parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer cette personne extraordinaire avec beaucoup d'humilité et passion. Parfois, même avec beaucoup de rancœur, mais à la fois beaucoup de compassion. Elle est entrée en ce monde dans lequel son fils a été tué. Et elle a décidé de non seulement faire un geste de pardon et compassion, mais publiquement, elle s'est engagée au niveau politique avec les avocats pour changer les politiques des États-Unis par rapport aux otages. Cela est une histoire d'une femme, d'une mère et même d'une fille et d'une femme qui est une personne normale. Cependant, elle fait des choses extraordinaires. Et je pense que c'est une chose très, très importante, surtout dans le contexte de foi. L'une des choses dans lesquelles Diane va parler, c'est la mesure de sa foi et le credo qu'elle a pour avoir la force de s'engager de cette manière avec l'assassin de son fils. Grazie Diane. Merci Colum. On va maintenant entendre la deuxième lecture pour mieux entrer. Donc, le deuxième passage, je vais l'introduire comme cela. C'est une réflexion que Colum insère dans le récit du jour peut-être le plus dramatique, où après une attente très longue de presque 2 ans, arrive, comme toujours, de manière rocambolesque d'un journaliste qui veut faire une vérification ultime, la nouvelle de la mort de James. Et à ce moment-là, ce jour-là, il y a cette réflexion. Perdre un enfant, c'est une des choses les pires qui puissent arriver à une femme. À ma connaissance, il n'existe pas de mot pour désigner cela, ni en anglais, ni en espagnol, ni en français, ni dans aucune autre langue. Quel mot pourrait saisir et exprimer une telle perte? Nous avons les orphelins et les orphelines, les veufs et les veuves, mais nous n'avons pas de terme pour désigner des parents qui perdent leur propre enfant. Peut-être parce que cela paraît quasiment inconcevable. Cela va à l'encontre de l'essence de la vie. Nous sommes tous censés disparaître avant que nos enfants aient même commencé à s'épanouir, sans quoi nous devons continuer de vivre en sachant qu'une part de nous a disparu du monde sans le vouloir, sans le savoir. Je m'étais toujours considérée comme une personne qui recherche le bien dans les zones d'ombre, une optimiste, une femme de foi. Je ne voulais pas renoncer à l'espoir ardent que Jim reviendrait.
Mais le président Obama venait de confirmer à la télévision la mort de mon fils. Je suis restée assise sans rien dire. Et un torrent de colère a jailli en moi. Colère. Colère, bien sûr, contre les combattants de Daesh, ces malades qui avaient fait ça, mais aussi contre le gouvernement américain, le nôtre, dont il me semblait qu'il nous avait été tous infantilisés et dupés en abandonnant nos concitoyens, tout en prétendant le contraire. Nous n'avions toujours pas reçu d'appel téléphonique d'un quelconque responsable officiel. Et pourtant, à la télévision, notre président annonçait la nouvelle au monde entier. Je ne sais pas si c'est de mise, mais je ferai un applaudissement à cette page. Non c'è un termine in nessuna lingua. Il n'y a pas de terme dans aucune langue pour exprimer cette douleur contre nature, pour qualifier une mère qui perd son fils. Alors, l'absence de James ce jour-là devient un choc terrible. Et vous racontez que vos pleurs s'arrêtent. C'est comme si vos pleurs s'arrêtent pendant une longue période. C'est comme si vous étiez sous le choc. Une mère qui est touchée par cette nouvelle et qui semble en même temps qu'il n'y a pas de véritable solidarité autour d'elle, hormis celle de ses proches et des membres de sa famille. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette douleur? Quelle forme de douleur ça a été, ce déchirement, ce choc que ça a provoqué en vous? Nous perdons tous des personnes que nous aimons. Et il n'y a rien de pire. Et certainement, en tant que parents, on voudrait disparaître avant nos enfants. C'est évident que nous étions sous le choc. J'étais très en colère. Parce que je me suis sentie abandonnée par notre gouvernement. On m'avait répété beaucoup de fois que Jim faisait partie de leurs priorités. J'avais quitté mon travail et j'allais très souvent à Washington. Pendant près de 2 ans, j'y suis allée très souvent pour leur rappeler que Jim était encore retenu otage. Et à chaque fois, on me disait que Jim était leur principale priorité. Mais de fait, il a été abandonné. Pas lui seulement, mais aussi les 3 autres Américains et les 3 autres Britanniques qui étaient pris en otage ont été abandonnés eux aussi. Parce qu'il était clair que tant les Américains que les Britanniques n'ont jamais parlé avec les terroristes pour faire quelque chose pour les otages. Et donc, je me rappelle que j'ai demandé au prêtre qui m'accompagnait de m'aider à ne pas être autant en colère, à ne pas ressentir autant d'amertume. Donc c'est sûrement grâce à l'aide de ma famille et des amis de Jim que j'étais entourée d'amour. Nous avons été entourés de beaucoup d'amour. Et nous nous sommes rendus compte que Jim aurait voulu que quelque chose de bon puisse naître de cette tragédie. Et donc il fallait faire quelque chose parce que c'est ce qu'il aurait voulu.
Et c'est ainsi que j'ai retrouvé l'énergie pour affronter la douleur et le deuil. Et j'ai décidé de m'engager pour aider les autres Américains abandonnés. Il fallait que nous fassions quelque chose pour améliorer la protection des journalistes. Et c'est donc devenu ma mission. Oui, parce qu'aujourd'hui, la fondation James Foley Foundation a ce but-là. Elle a le but de combattre et d'aider les journalistes dans le monde et de combattre pour leur vie, pour leur sécurité et en même temps pour faire pression sur les gouvernements. Et vous avez des résultats sur ce plan, que la politique change en matière de négociation. Parce que ce que nous n'avons pas dit à notre public, c'est de ma faute, j'aurais dû le dire, c'est qu'à un moment donné, les ravisseurs de James envoient un mail, un message par le courrier électronique pour dire qu'ils veulent négocier. Et à ce moment-là, personne ne répond de la part du gouvernement américain. Maintenant, la politique change et c'est aussi grâce à la mobilisation de votre fondation James Foley. Oui, je pense que ça a été vraiment miraculeux ce qui s'est passé. Notre gouvernement nous a écoutés et peu après la mort de Jim, le président Obama a lancé une révision des politiques sur ce plan. Les politiques exercées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour améliorer la situation de 170 Américains qui sont encore retenus prisonniers. Et ça, c'est un grand changement et je crois que ça, c'est vraiment l'héritage de Jim. Merci. È giusto. È giusto. Colum, qui stiamo vedendo un'immagine. Colum, nous voyons en ce moment une magnifique image de James, mais toi, tu as une histoire parce que cette image a été importante pour vous deux, pour nous tous et pour le monde entier, parce que je ne sais pas combien d'Italiens le reconnaissent, mais ce livre que James a entre les mains, je crois que c'est quelqu'un que nous connaissons qui l'a écrit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le titre s'appelle ce bisou, ce baiser va au monde entier. J'ai reçu cette photographie le même jour qu'il a été tué. Ça a été très difficile d'avoir cette idée très opposée entre elles et les gérer d'une partie à la photo de cet homme dans le désert avec sa tenue orange, avec les poignets, cette horrible photo. Et de l'autre côté, il y avait la photo de Jim qui était assis dans un bunker en Afghanistan avec les soldats américains qui étaient en train de lire mon livre. J'étais en train d'essayer aussi d'arriver et de comprendre à quelle page il était arrivé. Mais qui sait? Je voudrais dire quelque chose. Voyez ce garçon. Il y a quelque chose de profondément bon dans la manière dans laquelle il s'approchait au monde. À mon avis, il vient avec moi, il me suit, il vient sur mes épaules et il me parle. Je sens que c'est comme ça et il me dit des choses. Ce soir, tu as dit une chose sur les journalistes à Gaza qui ont été tués. Et dans un certain sens, lui aussi voudrait dire quelque chose sur les 200 journalistes qui ont été tués à Gaza, mais aussi sur les journalistes qui ont été tués en Colombie, pour les journalistes qui ont été tués au Mexique et dans d'autres parties du monde.
Ces personnes veulent transmettre un message de vérité. Non pas tous les journalistes, mais lui, il était un journaliste incroyable. Il voulait véritablement approfondir non seulement la politique, les règles, il voulait entrer dans les esprits des personnes, dans les cœurs des personnes. Il voulait être présent pour que vous et nous comprenions tout ce qui se passait en Syrie, parce qu'il savait très bien que c'était important, non seulement pour les peuples syriens, mais pour le monde entier. Il faut comprendre les uns les autres, il faut se comprendre les uns les autres. Et si on ne le fait pas, on perd notre foi, nos convictions, notre force en tant qu'être humain. Donc ce que Jim Follet était en train de faire et qu'il a été percé sur cette photo, était en train de célébrer la force des histoires et de l'engagement humain. Merci, Colum. By the way, comme vous dites, ce livre est fantastique et il faudrait que tout le monde le lise. Et à juste titre, il a le titre qui a été lu, c'était celui de l'italien. Mais le titre anglais, c'est « Que ce baiser aille au monde entier ». Un magnifique livre que James lisait. Mais avant de lire un autre extrait de livre American Mother, je voulais demander encore à Diane à propos de Jim. Parce que justement, ce sont les histoires qui nous font entrer dans les circonstances, c'est les récits des personnes. Alors, Jim, comme tous les enfants, à un moment donné, quitte la volière, quitte la maison. Vous avez eu 5 enfants, c'est votre aîné. Et il sort de chez lui assez tôt de la maison. Il choisit d'aller enseigner. Et puis ensuite, il choisit de devenir journaliste. Jim, c'était quelqu'un qui faisait rire. C'était quelqu'un qui avait de l'humour. Oui, il était drôle. Comment vous vous souvenez de lui? Oui, Jim adorait faire rire les gens, plaisanter. Il était très amusant. C'était vraiment quelqu'un de très drôle. Et il avait beaucoup d'amis, différentes sortes d'amis. Et vous savez ce que disait le pape François de l'humour? Elle dit que c'est ce qu'il y a de plus proche de la grâce. Donc l'humoriste montre qu'il croit beaucoup plus, qu'il est beaucoup plus croyant que quelqu'un qui est sérieux. Jim aimait les personnes et leurs histoires. Et pour lui, c'était une grande source de joie depuis sa plus tendre enfance. Et je crois que quand il a commencé à voir la souffrance provoquée par la guerre, ça l'a certainement touché profondément. Mais c'est une personne pleine de joie. Alors, on va maintenant lire le 3e passage de ce soir et on reviendra ensuite pour creuser dans le face-à-face entre l'assassin et cette femme. Il ne s'était pas excusé auprès d'elle, non. Mais elle avait vu en lui quelque chose et elle ne savait pas encore trop quoi. Sa manière d'assumer, peut-être? Ça, elle pouvait l'admirer. Oui, il assumait ce qu'il avait fait, ou en tout cas, ce qu'il reconnaissait avoir fait. Elle avait ressenti de la compassion pour lui également, une forme de compréhension. Il aspirait, avait-il dit, à devenir un agent du bien. C'était simpliste, bien sûr. Mais même la simplicité, ou peut-être surtout la simplicité, peut parfois emprunter le chemin de la vérité. Il avait rappelé le cycle de la violence. Qui peut comprendre l'enchevêtrement de l'histoire? Qui peut dire où commence l'humilité et où s'arrête la haine?
Kotei mourrait en prison, entravé dans une petite pièce. Il ne verrait sans doute jamais ses filles. Il brandirait les photos et affûterait le souvenir, mais rien de plus. Et cela aussi, c'était tragique. En fin de compte, les larmes de Diane avaient été plus surprenantes, même pour elle, que celles de Kotei. C'était le Saint-Esprit qui avait été là pendant ces heures de conversation maladroite. Elle en était convaincue. Les larmes avaient été une bénédiction. Elle avait été soulagée. Elle était certaine que Jim avait pris place près d'elle pendant tout ce temps. Il avait assis sa grande carcasse maigre à ses côtés et avait regardé Kotei droit dans les yeux. Juste avant de partir, elle avait dit à Kotei qu'elle le garderait dans ses prières et que peut-être lui aussi pourrait garder Jim dans ses prières. Puis elle s'était levée et lui avait dit au revoir. Cette année, il était temps de guérir, temps de raconter l'histoire de Jim. Je crois qu'on peut applaudir là encore. Bon, io ho scelto Ce livre est entièrement magnifique. Il faudrait lire chaque page. Donc, c'était pas facile de choisir les passages. Mais dans ce passage, ce qui m'a frappé, c'est ce qui a été très bien lu, que dans cette pièce, dans cette prison sans fenêtre, dans ce lieu qui a été si bien décrit par Colombe, il y avait l'Esprit Saint. Point. Elle en était sûre. Je me demande comment le christianisme peut ne pas être désirable, même pour quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, même pour quelqu'un qui en est loin. Qui peut avoir cette certitude? Cette certitude qu'à un moment donné, seul quelque chose qui vient d'en haut peut toucher le cœur de l'homme. Alors j'aimerais que vous nous réexpliquiez un moment votre foi, comment le disait Colombe, votre certitude que ce jour-là, à cet endroit-là, il y avait l'Esprit Saint, dans cette prison, où cet homme est rempli par la violence de l'État et touché par la violence de l'État en réponse de l'horrible crime qu'il a commis. Alors, je savais que l'Esprit Saint était présent. Parce que c'est comme si la pièce autour de moi avait disparu. Face à moi, il y avait cet homme, du même âge que mon fils le plus jeune, qui avait commis une erreur horrible. Mais en même temps, lui aussi portait en lui-même une tragédie comme moi. Et pour moi, tout cela, c'était très triste. Ce jour-là, je me suis sentie très triste. Parce que c'est aussi l'effet de la haine. Quand on se hait, en fin de compte, tout le monde reçoit des blessures. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Gaza ou en Ukraine ou au Soudan. Ce sont surtout les plus innocents qui sont blessés le plus en profondeur. Et l'Esprit Saint était présent et je l'ai senti. Je me suis sentie en sécurité au point que je pouvais partager qui était Jim. Je me suis même sentie capable d'écouter son histoire à lui, parce que lui aussi avait une histoire à raconter. Et donc, j'ai senti la grâce en moi d'écouter son histoire. Et lui, il était là et il était disposé à écouter mon histoire. Donc, c'est vraiment une grande grâce qui m'entourait.
In questo brano che abbiamo Dans ce passage que nous avons entendu, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est qu'il y a ce passage très fin, très subtil, que vous venez de résumer et qui est décrit de façon très subtile, où le texte dit « Je commence à le regarder avec compassion ». C'est comme s'il y avait une compréhension. Comme vous l'avez dit maintenant, lui aussi a une histoire. C'est un point culminant de ce dialogue aussi difficile, parce qu'il faut dire à notre public, ce n'est pas un terroriste qui se repent aussitôt, qui renonce et qui dit qu'il s'est trompé. C'est pas quelqu'un qui a affronté sérieusement ce qu'il a fait. Il y a des moments où le mur de l'idéologie cède, ce mur qu'il s'est créé pour se justifier lui-même. Mais d'habitude, il est là, il est dur, il tient bon. Et malgré cela, vous exercez cette compassion. Alors ça m'a frappé parce que le mot compassion, c'est le mot-clé qu'utilise Colum McCann sur son site. Colum, c'est un écrivain généreux qui a une ONG. Nos deux invités sont responsables de deux grandes ONG. L'ONG de Colum McCann s'appelle Narrative 4 et elle est consacrée à la compassion, raconter les histoires, enseigner aux jeunes dans les écoles la compassion. Alors ça m'a touchée. Cet aspect que vous avez en commun. C'est comme si dans ce monde mauvais de haine, de violence, de guerre, d'insultes, de domination, de harcèlement, de féminicide, appelez ça comme vous voulez, ce monde où la violence semble l'emporter, il y a quelqu'un qui construit et apporte une petite brique sur le chemin de la compassion. Alors je voudrais demander à Colum, ton ONG, c'est ce qu'elle fait. Oui, le rôle de Narrative 4 est de réunir les jeunes à travers de différents limites pour comprendre les histoires les uns des autres. Mais je voudrais commencer de cette manière. Je me refuse de croire à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'espoir. Je me refuse d'embrasser seulement l'être cynique. Je sais que le monde est un lieu sombre. Je sais qu'il y a des choses terribles qui se passent, qui se produisent dans le monde entier. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas se permettre de perdre notre vision, de perdre notre foi. On ne peut pas se permettre de perdre nos convictions, notre compassion, parce que toute petite histoire peut envoyer un petit rayon de soleil dans le monde. Et ces murs dont tu parlais peuvent s'écrouler. Cela fait partie de notre être. Quand on regarde l'obscurité, il y a une manière dans laquelle il est possible de se faire voir dans l'obscurité. Et l'espoir peut remouvoir l'obscurité. Cela semble un peu une approche sentimentale, avoir la tête sur les nuages. À mon avis, c'est important parce que si on veut continuer à agir dans un monde humain, on doit se comprendre les uns les autres, à travers les différences, à travers les continents, à travers les séparations. Et c'est là la façon la meilleure, c'est la narration. Pensez à ce que Diane a fait. Elle est entrée dans une pièce pour parler à quelqu'un qui faisait partie de Daesh. Daesh est quelque chose qui est vraiment loin de ce qu'on vit, dont on vit. Et à la fin de tout, des comptes, il y avait deux personnes, l'une face à l'autre, et lui, il avait
des images avec lui, les images de ses enfants, et il le montre à Diane. Et ça a été un moment touchant, incroyable. C'est comme si il demandait de dire à elle, oui, la vie continue, oui, j'ai fait une erreur, je vais passer ma vie en prison, mais en dehors de cette cellule, il y a des moments d'espoir. Et moi aussi, je l'ai vu dans ces personnes. Je viens de l'Irlande et je n'aurais jamais cru qu'il y a 27 ans, on aurait eu la paix en Irlande. La paix est possible. Le mot possible existe dans le monde avec le mot impossible. Et ça existe n'importe où. Et on ne peut pas se permettre de s'éloigner de cette idée. Et à ce propos, il est vraiment beau de voir ces personnes à Rimini ce soir. Je pense qu'il y a plus de bonnes personnes dans le monde entier que des personnes mauvaises. Et on doit reconnaître ce fait, se reconnaître les uns les autres et se raconter des histoires dans cette manière pour rompre les limites qu'il y a en dehors d'ici. Et encore une fois, je voudrais remercier les organisateurs de ce meeting qui est fantastique et tous les bénévoles qui sont plus de 3000 jeunes et personnes qui viennent ici. C'est vraiment magnifique. One more tiny little thing, just a personal. Je voudrais dire encore une chose personnelle. Hier, je n'allais pas très bien parce que je souffre de mal au crâne. Et 2 docteurs, Francesca et Federica, qui sont venus chez moi, m'ont littéralement sauvé parce qu'elles ont été tellement généreuses, gentilles. Et donc, on ne doit pas oublier l'existence de la gentillesse. Je pense que la plupart des personnes veulent faire tourner le monde de manière bien, de bonne manière. Sì, doppio grazie a Colum. Oui, double merci à Colum, qui n'allait pas bien encore hier et qui est devenu un ami du meeting au point d'être ici, même s'il ne va pas très bien. Donc vraiment merci. Diane, vous dites que la James Foley Foundation éduque à la paix, qu'elle veut éduquer à la paix. Alors, un peu plus loin dans le récit qu'a fait Colum, vous, qu'est-ce que vous faites avec votre association pour éduquer à la paix concrètement? Alors au départ, Jim, il était enseignant. Et donc au début, nous voulions tout faire avec la fondation. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait faire des choix pour aider le gouvernement à reconnaître son devoir d'aider les citoyens qui sont retenus en prison, en particulier les journalistes. Mais de façon plus récente, dans les 5 dernières années environ, de plus en plus d'enseignants ont décidé de façon tout à fait autonome de montrer le film qui a été réalisé sur Jim et de faire lire ce livre pour inspirer les étudiants et pour montrer le pouvoir de la bonté. Et donc nous avons utilisé certaines des techniques que l'ONG de Colum Narrative 4 utilise donc pour échanger des histoires. Les élèves racontent leur histoire à quelqu'un et ensuite ils écoutent l'histoire de quelqu'un d'autre. Et de cette manière, ils peuvent se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et jusqu'à présent, le travail a été extraordinaire. Mon mari et moi-même, nous aimons beaucoup aller dans les classes et voir comment ces activités instillent de l'espérance chez les jeunes et comment est-ce qu'elles peuvent vraiment susciter l'espérance. Par exemple, l'autre soir, nous avons eu une très belle expérience
avec les prophètes pour la paix, la prophétie pour la paix, qui est une exposition ici au meeting, avec quelques lycéens. Et ils ont eu pour comme mission, ils se sont donné comme mission de chercher dans le monde des pacificateurs dans les endroits les plus douloureux du monde. Et ils ont raconté des témoignages extraordinaires dans cette exposition. Donc je veux vraiment les féliciter énormément parce que nous devons vraiment chercher la lumière qui est là et qui existe dans le monde. Et donc nous devons tous essayer d'apporter la paix. Et je crois que c'est plus nécessaire maintenant que jamais. Merci. Io non so se... Ma Maria e Caterina sono qua? Maria e Caterina sono qua? Non so se ci sono. Est-ce que Maria et Caterina sont ici? Ils demandent que des jeunes de l'exposition Prophétie pour la paix qui a été faite par ces lycéens puissent venir ici, qu'ils viennent. Parce que ce serait magnifique de les avoir ici. Maintenant, dernière lecture. C'est le passage que nous devons lire. Le dernier passage que va nous lire Giampiero nous aide à fixer un passage extraordinaire de toute cette histoire. Merci. Le 4e jour, j'ai reçu un coup de téléphone qui a laissé sur moi une empreinte indélébile. J'étais dans la cuisine avec John et d'autres membres de la famille. Notre cher ami et prêtre Marc Montminy était là, ainsi que ma mère. L'appel, passé par l'intermédiaire du diocèse de Manchester, venait du pape François. C'était d'autant plus extraordinaire que j'avais entendu dire que son neveu, Emmanuel Bergoglio, venait d'avoir un grave accident de voiture et de perdre sa femme et ses enfants. Nous lui avons présenté nos condoléances pour ce drame. Malgré la distance, nous avons senti l'empathie profonde de sa sainteté. Il nous a remerciés, mais il voulait parler de ce qui était arrivé à Jim. Il a dit que Jim était un martyr et qu'on se souviendrait toujours de son courage et de son inlassable combat pour la vérité en tant que journaliste. L'anglais du pape étant hésitant, mon beau-frère Fernando l'a laissé terminer la discussion en espagnol. Même dans une autre langue, l'esprit bienveillant du Saint-Père allait jusqu'à nous. Je n'avais pas besoin d'un interprète pour comprendre le sens de son appel. Il y a dans le monde une sainteté qui nous relie les uns aux autres. Telle est ma conviction depuis l'enfance et je l'ai profondément ressentie à cet instant. Ce n'était pas le moment de perdre la foi. Au contraire, il était temps de reconnaître la profondeur de nos convictions et en quoi elles pouvaient nous réunir. J'ai été très émue par cet appel. Il m'a donné du courage. Je me suis sentie réconfortée. Il a fait se rejoindre le ciel et la terre, les dures réalités terrestres et la consolation de Dieu. Le pape François chérissait non seulement la vie de notre fils, mais sa profession aussi, son journalisme. J'ai éprouvé un étrange soulagement. Si nous pouvions trouver du courage dans notre désespoir, dans notre tristesse, c'était que l'âme de Jim commençait à paraître partout. Il n'avait pas achevé ce qu'il avait décidé de faire. Daesh l'avait peut-être décapité, mais il lui avait également donné une voix. Merci, Giampiero. Che riflessione le ha suscitato? Quelle réflexion ça a suscité en vous le fait que le pape vous ait appelé? Oui, nous remarquerons tous la différence entre l'appel d'abord de Obama et des autres autorités publiques, mais il vous a dit au téléphone
que votre fils était un martyr. Un martyr, ça veut dire un témoin. Qu'est-ce que ça signifie à votre avis, ce terme? Qu'est-ce que votre fils a témoigné? Qu'est-ce que nous, on peut garder de cela pour nous, dans le témoignage de votre fils? Alors, je dois sourire parce que Jim n'était pas parfait. Personne d'entre nous ne l'est. Jim était plein d'amour, plein de compassion, très gentil. Mais avec le temps et avec les années, d'une certaine manière, il n'arrêtait pas de se lancer des défis. Il voulait faire ce qui était juste. Il se lançait de grands défis aussi sur le plan moral. Il a vu beaucoup de souffrances dans le monde. Et en plus, et plus il voyait des souffrances, plus il se convainquait qu'il devait donner la voix au plus de personnes possibles qui souffraient, qu'il rencontrait en Syrie, en Libye, en Irak, en Afghanistan. Et donc, il s'est engagé de plus en plus dans ce travail. Et il savait très bien lui-même qu'il n'était pas parfait. Et ce qu'il y a de bon en cela, c'est que je crois que chacun d'entre nous a un potentiel et qu'il peut utiliser ses talents pour le bien. Même quelqu'un de normal comme moi, grâce à la grâce de Dieu, peut faire quelque chose de bon dans le monde et peut faire la différence. Donc, utiliser ses talents pour le bien. Et donc, le pape François a reconnu le bien que Jim faisait au monde entier en utilisant ses talents. Colum, tu nous as raconté tout à l'heure que ça a été le déclic duquel est né le livre, cet itinéraire. Mais de fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce livre, toi, tu n'es jamais là. Sauf sur la dernière page où on découvre que toi, en réalité, tout ce que tu racontes, ça vient de toi comme premier scribe, comme verbalisateur d'un itinéraire. C'est un livre très différent du précédent Apeiregon, parce que c'est un livre humble en quelque sorte. Alors j'aimerais comprendre comment est né ce choix et pourquoi tu t'es senti ce désir de te mettre entièrement à disposition de cette femme et de cet itinéraire qu'elle réalise, qui est d'un côté est un calvaire et de l'autre est un paradis. Comme dit le grand écrivain italien Alessandro Manzoni, dans chacun d'entre nous, il y a un monde, il y a un ferment du cœur, et il dit que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il voudrait que ce soit quelque chose de bien. En chacun d'entre nous, il y a cette fermentation du cœur. Et toi, tu l'as raconté sans jamais apparaître. Tandis que dans Apeiregon, c'était une explosion de toutes tes réflexions sur la guerre, sur la paix, sur ce qui est juste et ce qui est faux, sur l'Irlande et sur la Palestine. Oui. Thank you. Merci pour pouvoir parler même de Apeiregon. Si vous ne le savez pas, Apeiregon est un livre sur un homme israélien et un homme palestinien qui perdent tous les deux leurs deux enfants, deux filles, dans deux attentats différents. Mais malgré les différences, la guerre, le conflit, les conflits en cours, ils deviennent meilleurs amis. Et je suis très content de vous dire qu'après 5 ans, même après le 7 octobre, Rami et Bassam, qui ont été ici à Rimini l'année dernière, ont eu un message de remerciement pour vous, pour les avoir invités. Et je veux vous dire qu'ils sont encore de meilleurs amis. And to me, this is an amazing thing. C'est pour moi, cette chose-là, une chose
incroyable, le triomphe du bien sur le mal, le triomphe du bien sur la stupidité du gouvernement, sur l'avarice du corps, le fait que deux personnes peuvent se rencontrer, se regarder et trouver l'âme l'un de l'autre. Cela concerne concernant le processus de ce livre, je peux dire que chaque livre retrouve sa forme. Au moment où je me suis retrouvé dans cette pièce, où Diane s'est retrouvée dans la pièce avec son assassin, je savais très bien l'endroit et où l'histoire allait se construire. On dit que l'artiste doit trouver la forme qui s'adapte très bien à la matière. Donc moi aussi, je devais trouver une forme pour bien arranger cette histoire. Je savais que ça aurait été l'histoire de Diane. Je voyais Diane au début, à la fin, et au centre, il y avait l'histoire. Mais l'histoire n'était pas sur moi. C'était l'histoire de Diane et de Jim. Et Jim était là. Cela m'a suggéré de me mettre en second plan, parce que Jim aurait fait la même chose. Il ne se serait pas mis en première ligne sur ces histoires. Son cœur était présent et je savais que si j'étais capable de comprendre ces choses, avoir mon cœur présent dans les pages de mon livre aurait été une chose parfaite. Je me suis éloigné de mon livre, j'ai disparu de mon livre. C'était la meilleure chose à faire. Avec Aperugon, c'était un autre discours parce que il y avait 1001 fragments qui arrivaient avec une force extraordinaire qui envoyait ces impulsions de lumière de différentes manières. Et ça, c'était la meilleure chose pour raconter cette histoire. Qui peut dire quel type d'histoire j'arriverai à raconter prochainement? Mais j'espère toujours trouver une forme pour la raconter. Cela fonctionne de cette manière. Si quelqu'un veut être le plus honnête possible, il faut raconter une bonne histoire et la raconter véritablement. Le mot vrai, véritable, est une chose très difficile, un mot très difficile aujourd'hui. Dans l'ère des fake news, des fausses nouvelles, des personnes qui prennent des faits, qui les rendent faux. Je pense que quand chacun d'entre nous examine notre cœur, on sait ce que c'est le vrai. Une chose véritable. Et les processus d'écriture pour parler du cœur humain en conflit, en guerre avec soi-même, comme Faulkner le disait, et comme écrivain, on essaie d'être le plus humble possible, même si c'est une chose très pompeuse à dire de manière peut-être ridicule. Je n'aime pas trop le dire, mais on baisse sa tête face à une histoire et dit « enseigne-moi ». Et si quelqu'un est un bon écrivain, réussit à la prendre et la laisse se raconter. Et ce sont des autres personnes qui vont la posséder. Merci. Et cette histoire a, de façon incroyable, touché un immense artiste qui a voulu faire un cadeau, un vrai cadeau à James, mais aussi à chacun d'entre nous. Écoutez ce que chante le très grand Sting, pardon. I should close my eyes, that my soul can see. There's a place at the table that you save for me. So many thousand miles over land and sea.
as crude as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head and my thoughts to roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there. Well, I was always late for every meal you swear, but keep my place in the empty chair, and somehow I'll be there. Somehow I'll be there. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Oltre vai. Can I just say that I got a message from Je voulais juste ajouter que j'ai reçu un message de la part de Sting aujourd'hui. Il est en Tuscanie et il est vraiment désolé de n'être pas venu à Rimini, mais il voulait donner son bonjour, passer son bonjour à Diane. Et il a même dit qu'il y a trop de chaises vides dans le monde, surtout dans ces jours. Donc il a écrit cette chanson avec son associé. L'idée de la chaise vide est l'idée de la personne qui nous a laissés. Et j'étais en train de penser aux journalistes à Gaza, aux journalistes dans le monde entier. Mais il a envoyé ce message spécial pour dire merci pour avoir invité Diane, qui est l'une des personnes qu'il préfère. Merci pour l'avoir invité à Rimini pour parler et pour lui permettre de chanter pour vous. Mais je dois ajouter aussi au nom de Marco Aluigi, qui a organisé cette rencontre. C'est lui qui est allé à New York, qui a voulu cette rencontre et qui l'a préparée pendant un an. Mais je dois dire, après avoir remercié Marco Aluigi, je dois remercier aussi Sting, parce que si vous avez pu voir maintenant cette chanson, elle est passée en streaming. Vous savez comment est le monde du spectacle et le problème des droits. Donc Sting a fait un acte de générosité et à cause de la nature de cette rencontre et du meeting, il a renoncé à ses droits pour que nous puissions écouter cette chanson. Donc merci Sting. Diane, brièvement, quelle personne a été Sting? Comment est née cette amitié avec ce grand artiste? C'est tout simplement un homme très bon, avec un cœur merveilleux, avec un talent de musicien extraordinaire. Au début, il pensait qu'il ne pourrait pas écrire un texte adapté. Mais le jour de Thanksgiving, je crois c'est le moment où toute sa famille s'est réunie autour d'une table. Il a réfléchi sur le fait
que probablement chacun d'entre nous a une chaise vide. Et donc je lui suis vraiment reconnaissante pour cette chanson. Et Jim est ici avec nous ce soir, vraiment, avec beaucoup de personnes de bon cœur. Però in questo la straordinaria poesia di Mais dans cette extraordinaire poésie de Sting, on est amené à réfléchir parce que c'est comme une spirale ouverte vers la résurrection, une ouverture sur la résurrection. Parce que vous avez pu entendre les paroles, Sting se place du point de vue de Jim et il envoie un message. La chaise vide est vide, mais je suis encore avec vous. Donc c'est un message qui se réfère au cœur de notre foi, comme le dit saint Paul, qui est la résurrection de la chair. Et ce défi, ça donne les frissons qu'un grand artiste contemporain, et pas un militant religieux, introduise, ouvre à la possibilité de cela. Et cela, je le trouve très grand et je vous remercie vraiment, vous et votre histoire qui a permis à Sting cette réflexion. No, thank you, ma il fatto è... Mais le fait est que nous avons besoin de ces histoires. Nous avons besoin de ce témoignage. Paradoxalement, nous en avons besoin bien plus que ce que nous imaginons. Et je vois que le temps avance. Donc je veux arriver à la fin de cette rencontre. Un ami de la librairie éditrice Vatican, qui est d'ailleurs, vous devez absolument aller voir la magnifique exposition sur les martyrs algériens que Diane a beaucoup aimé. Et cet ami me suggère de vous demander, est-ce qu'on fera jamais un film de cette histoire? Yes. Oui. Which is interesting. Who wrote... Nous avons un compositeur britannique qui a écrit une œuvre et Colomb a écrit le livre. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit le livret de l'opéra. Donc qui sait, si Dieu veut. Oui, si Dieu le voudra, on sera encore ici dans 2 années pour projeter le film avec Jim, Diane et le pardon. E quella volta lo aspettiamo con Sting, però. Mais alors cette fois-là avec Sting. Hein. Oui. Dobbiamo finire un po'. Il faut conclure. Je le regrette un peu. Et pour conclure, je voudrais dire ceci. J'ai un grand ami prêtre qui a été curé à Rome pendant 5 ans. Et il a dit quelque chose une fois qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, ce qui est important dans la vie, c'est que quand on arrive le soir, qu'on puisse dire au moins un merci pour une chose qui nous est arrivée ce jour-là. Et quand il m'a dit cela, ça m'a aidé de façon très simple parce que d'habitude, quand on va se coucher, on pense à tous les problèmes qu'on a rencontrés dans la journée. Mais depuis qu'il m'a dit cela, j'ai vu que c'est quelque chose qui fonctionne. Et alors, je pense que ce soir, on peut rentrer chez nous et penser à la rencontre d'aujourd'hui. Et je vous dis au moins ça, que vous avez au moins un fait pour lequel dire merci pour cette journée. Et alors, je dis merci à Diane Foley
et à Colum McCann. E il grazie va esteso anche. Et le remercie, bien sûr, s'étend à Sting, dont on sait qu'il est avec nous, et nous savons que tôt ou tard, nous les verrons. Alors, je vous rappelle qu'il va y avoir la signature des autographes. Donc, je vous rappelle que aussi bien Colum que Diane sont prêts pour signer le livre. Le livre que vous allez trouver en librairie. Cela va se faire en B3, près d'ici. Puis je vous rappelle aussi de soutenir le musée. Ah, pardon, en D2, parce que nous sommes maintenant en D3. En D2, c'est ce que j'avais écrit, mais j'ai dit une bêtise. Alors, je vous rappelle que vous pouvez apporter une contribution essentielle avec les stands Dona Ora. Non seulement, mais vous pouvez soutenir le meeting. Il y a la fondation Meeting, donc vous pouvez faire une donation. Et ça peut être... on peut les déduire des impôts. Bon meeting et merci à tous. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Itere Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Itere Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.